diode. Tes yeux, s'ils croisent bien sur la lumière, tu vois deux lignes qui se croisent sur la lumière. Et ça nous sert comme un feedback sensoriel. Et ça me permet de mieux simuler ce qui se passe dans le monde réel. Mais ça n'empêche que j'ai aussi des algorithmes progressifs, comme vous le faites. Et donc là, on peut mesurer aussi la folie. Il fallait que j'aille tout de suite prévenir mon père. La tortue flottait sur une sorte de bouée. La lecture, physiologiquement, ça exige un contrôle moteur des yeux très exigeant. Ce n'est pas une tâche facile. C'est une tâche très cérébrale et motrice à la fois, et il faut du temps pour que ça mûrisse et que ça se mette en place. Des fois, ça peut aller jusqu'à 11-12 ans pour obtenir, acquérir cette capacité parfaite de pouvoir positionner son regard de façon très précise et très coordonnée sur chaque mot. Aujourd'hui, plus d'un tiers des enfants présentent des dysfonctionnements de la motricité binoculaire. Leur vision se trouve alors entravée, mais aussi leur concentration et leur performance scolaire. Selon les travaux de Zoe Capula, la lenteur pour le passage d'une profondeur à l'autre, qui conduit à la perte de la coordination binoculaire, est quasi systématique chez les 8% des enfants qui présentent une dyslexie. Nous avons démontré systématiquement une immaturité persistante dans la motricité binoculaire chez les enfants qui ont des troubles des apprentissages scolaires comme la dyslexie, les problèmes attentionnels, etc. Donc, il y a en effet un apprentissage visuomoteur binoculaire qui ne se fait pas de la même façon chez les uns et chez les autres. En 2019, Zoe Capula approfondit ses recherches en réalisant une étude sur des adolescents dyslexiques et non dyslexiques. Les expérimentations ont été réalisées en laboratoire, à l'école, mais aussi face aux images des œuvres d'art au musée du Louvre. Ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est capturer comment votre regard va se promener sur les tableaux, qui donnent l'information à votre cerveau pour appréhender la peinture. Quelques tableaux ont été choisis pour leur mouvement, leur profondeur, leur couleur, leur mise en scène des personnages et des jeux de regard. Et après les 30 secondes, je vais te demander de regarder les coins là-bas, puis comme ça. Tu te souviens? Ok, parfait. T'es prêt? Oui. Ok. Tu peux commencer. Grâce aux caméras, les mouvements oculaires sont enregistrés sur l'ordinateur, ce qui permettra par la suite d'analyser précisément le parcours des yeux sur le tableau. Ici, par exemple, l'enfant n'a pas vu les cartes dans le dos du tricheur. Alors que dans cet autre exemple, on voit que le regard a exploré toute la scène. C'est clair? Cette expérimentation a aussi pour objectif de tester l'hypothèse d'une plus grande créativité chez les enfants dyslexiques. Les enfants dyslexiques semblent être plus sensibles à certains aspects de la peinture, au mouvement visuel par exemple, à la profondeur. Ils ont un ressenti plus accru. Je pense qu'il est très mystérieux. Oui, un peu. Il y a beaucoup de profondeur, je pense. Le fait que les angles ne sont pas hyper clairs, le fait qu'il y a des choses au-delà. Trois étudiants de l'école d'ingénieurs EPITA, spécialisés en traitement d'images et en intelligence artificielle, vont travailler sur ces données. Ils vont extraire des statistiques sur les particularités des parcours oculomoteurs des adolescents dyslexiques et non dyslexiques. Le regard de l'enfant dyslexique, il continue à être plus instable en profondeur. C'est-à-dire,
Il ne reste pas focalisé à la distance du tableau, mais il y a des va-et-vient au niveau de l'angle des axes optiques et au niveau de l'accommodation des yeux. En quelque sorte, on voit dans son exploration des tableaux les mêmes comportements que ce qu'il fait pendant la lecture. Voici le tracé oculomoteur de 2 enfants pendant la lecture. Le lecteur normal a des saccades ordonnées vers la droite, des fixations très stables et des retours à la ligne précis. Pour le lecteur dyslexique, c'est plus compliqué. Un retour à la ligne en 2 sauts, un va-et-vient entre les lignes, une fixation instable, des saccades en arrière. Ce qui explique qu'il mettra 3 fois plus de temps à lire que le lecteur normal. On espérait tous un miracle. Et c'est arrivé. Catherine Kilissi est enseignante spécialisée auprès des enfants dyslexiques. Quelles sont ses observations sur le lien entre les troubles oculomoteurs et la dyslexie ? C'est un trouble de l'automatisation de la lecture et de l'écriture et de l'orthographe, avec une intelligence absolument normale, voire supérieure, et sans aucune atteinte sensorielle. Je remarque que ces enfants, pour certains, ont des problèmes de phonologie. Je remarque donc qu'ils n'ont pas la correspondance lettre-son. Je remarque que pour d'autres, le balayage visuel, la gestion du regard est quelquefois calamiteuse. Les saccades anarchiques, les fixations pas où il faut, pas de convergence, la grande saccade de retour à la ligne impossible à faire, ce qui fait qu'ils lisent 2 fois la même ligne. Là, on voit très bien qu'il y a des problèmes d'oculomotricité. À l'hôpital Georges Pompidou à Paris, le docteur Orso, ophtalmologiste, a aussi travaillé en lien avec Zoé Capula sur les problèmes oculomoteurs de ses patients. Il faut qu'il vérifie, mais dans tous les 10, et pas uniquement dans la dyslexie, qu'il n'y ait aucun problème réfractif, qu'il faut d'abord corriger avant toute étude de l'oculomotricité, et ensuite qu'il s'assure que l'oculomotricité fine est correcte. Et quand on dit l'oculomotricité fine, c'est l'oculomotricité en ayant vérifié que la vitesse des saccades est bonne, que la précision des saccades est bonne, que les vergences se maintiennent bien. Donc qu'il y ait une bonne collaboration entre les 2 yeux, et cela ne peut se faire que si l'on fait des enregistrements. Sinon, on risque de passer à côté de troubles fins, et c'est ce qui amène certains à dire qu'il n'y a pas de troubles oculomoteurs dans la dyslexie. Parce que si on regarde avec les mauvais outils, on ne les voit pas. C'est comme si tu regardais de près, donc comme si tu regardais ton cahier, et que d'un coup tu regardais le tableau. Donc c'est dans l'autre sens. Ok ? Les travaux de Zoé Capula et de son équipe ont abouti à la création d'un dispositif permettant à la fois de diagnostiquer les troubles de la motricité binoculaire et de les réhabiliter. Remobi, c'est une technologie intuitive très simple qui consiste en un dispositif embarqué, une surface sur laquelle sont ancrées une 50aine de diodes à différentes positions. Et à côté de chaque diode, il y a un buzzer qui produit un son. Et on a implémenté des algorithmes qui permettent d'allumer des séquences de ces diodes, près, loin, de façon aléatoire. Et le regard de la personne réagit de façon automatique, comme on le fait dans la vie de tous les jours. Et on l'enregistre avec un capteur, un eye tracker, et on l'analyse avec un logiciel intelligent de tous les paramètres qui nous intéressent, et comme ça, on peut produire un rapport à la fois quantitatif et graphique sur les différents paramètres de la motricité du regard de l'enfant.
combien de temps il met pour préparer son mouvement avant de le lancer. Ça nous donne des informations sur son cerveau, comment ça fonctionne au plan intentionnel. Et puis, une fois que le mouvement est lancé, avec quelle vitesse il a été fait, avec quelle précision il a atteint sa cible, avec quelle qualité de coordination, une véritable mesure de la sémiologie neurologique des mouvements des yeux des enfants. Et c'est comme ça qu'on peut porter un diagnostic que ces mouvements sont normaux ou dysfonctionnants ou pathologiques. Le remobi intéresse aussi d'autres professionnels. Le docteur Libois, neurologue, l'utilise expérimentalement dans son centre en Belgique. On a fortement mis en avant dans notre centre les troubles du développement de l'enfant et de l'adolescence, entendons par là les troubles d'apprentissage. Notre structure manquait véritablement une approche objective de l'œil dans tous les aspects cognitifs du patient. Et donc on a proposé d'évaluer 70 enfants en troubles d'apprentissage. Donc nous sommes arrivés, après 3 mois d'utilisation, à trouver en tous les cas des réponses à des diagnostics différentiels difficiles par rapport à des enfants qui étaient en difficulté. Nous avons compris plus ce que nous faisions et nous avons pu proposer un certain nombre de rééducation spécifique par rapport aux anomalies que nous n'avions pas soupçonnées précédemment au niveau de la vision conjuguée des patients, par exemple. Regarde bien, c'est parfait. Mais dans les produits finaux, on peut mettre aussi rouge, jaune ou bleu. Pour passer de la recherche à l'application clinique, la start-up Orasis prépare la mise sur le marché du remobi. C'est d'avoir plusieurs plaques que je rajoute, une pour les nuls. Mais ça, l'avantage, c'est que c'est très léger. Et donc, vous diriez plutôt ça? Donc, ce que j'attends, c'est vraiment un outil objectif, normé, idéalement qui pourrait poser un diagnostic le plus tôt possible. Ça, ce serait formidable. Et si ça me permet de réhabiliter la fixation, la convergence, la consolidation et donner à ces enfants des capacités de lecture améliorées, mais c'est formidable, je n'attends que ça. Merci. Sous la mesure, sous le toit. Les expérimentations menées avec le remobi sont concluantes. Après seulement une séance de réhabilitation, des améliorations sont visibles dans l'organisation du regard pour beaucoup d'enfants. Dans cet exemple, après une seule séance de réhabilitation, le regard de cet enfant parvient à se positionner correctement sur la ligne suivante en un seul saut. Par conséquent, sa vitesse de lecture s'améliore. Il est important de savoir si le trouble de la lecture il est lié à un problème oculomoteur à la base ou il est lié au langage ou à d'autres process. Donc, fournir au départ un diagnostic différentiel clair, c'est très important pour la prise en charge. Pour les enfants parmi les dyslexiques ou d'autres qui ont véritablement des troubles vision-moteur binoculaire, en effet, les problèmes, si on corrige ces problèmes moteurs, ça ne peut qu'améliorer la lecture. Maintenant, s'il y a des dyslexies plus profondes, plus liées au langage, ça ne va pas corriger tout. Mais il est essentiel de diagnostiquer au départ très clairement et d'aider le maximum possible pour que cet aspect basique de la lecture, parce que ça commence par la vision, la lecture, ça commence par la motricité oculaire, soit réglé. La porte est ouverte pour continuer. Non, mais c'est tout à fait intéressant pour nous, enfin pour les élèves d'abord. Parents were very supportive and they would love to have that meeting. That would be great if we could have